Alors que nous sommes en plein dans la période de l'année la plus importante pour le cinéma d'horreur, à quelques jours seulement de Halloween, je dois avouer avoir été agréablement surpris par un film que je m'attendais à oublier tout de suite après mon visionnage. C'est encore une suite, on ne les compte plus cette année, tout comme les remakes, reboots, nouvelles adaptations et autres prequels, mais pour celles qui nous intéressent aujourd'hui, si je dois admettre que le film qui la précède n'est pas totalement dénué d'intérêt, j'avais fait l'impasse sur une vidéo à son sujet que je ne trouvais pas assez inspirant. C'est tout naturellement que je pensais que sa suite serait du même acabit. Et pourtant, j'en suis sorti bien plus convaincu que je n'aurais pu l'imaginer. Ce film a donc bien mérité son apparition sur ma chaîne. Quelle chance! Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Smile 2. Bon, avant de vraiment m'attaquer à Smile 2, je vais quand même vous dire quelques mots sur le premier film, Smile, de Parker Finn. Il nous racontait l'histoire de Rose, psychiatre témoin d'une scène pour le moins traumatisante lorsque l'étudiante Laura Weaver se suicide devant elle, dans son cabinet. Juste avant de se donner la mort en arborant un sourire terrifiant, elle était hystérique et prétendait être poursuivie par une sorte de créature qui prenait l'apparence des gens qu'elle connaît, et ce depuis qu'elle avait assisté au suicide d'un professeur. Vous l'aurez compris, ce qui est arrivé à Laura, dès lors, va arriver à Rose. Elle va commencer à avoir ce qu'elle prend pour des hallucinations, durant lesquelles des gens qu'elle croise, parfois même qu'elle connaît très bien, la regardent avec le même sourire effrayant que Laura au moment de se trancher la gorge. Ces hallucinations seront de plus en plus angoissantes, et les individus souriants s'en prendront à elle de plus en plus violemment. Rapidement, Rose sera convaincue que ce que Laura lui avait raconté était vrai, et elle se rend compte que les personnes infectées par cette étrange créature souriante se le sont toutes refilées, créant une chaîne de victimes que Rose est capable de remonter. Elle va devoir enquêter pour trouver un moyen de l'affronter, voire de la vaincre, car la plupart des victimes se sont suicidées brutalement après seulement quelques jours. Voilà un résumé assez complet de ce que nous raconte Smile, mais sans gros spoilers, et j'espère que tu vois tous les efforts que je fais. Et que ce soit au niveau de l'intrigue, de la narration ou même de l'imagerie et de la mise en scène, on peut assez facilement faire des ponts entre Smile et de nombreux autres films ou même courants cinématographiques. Il n'a pas inventé grand-chose. Ce que beaucoup de gens avaient relevé dès les premières bandes annonces de Smile, c'était ce sourire caractéristique par lequel passe une bonne partie de l'angoisse délivrée par le film, qu'on avait déjà pu voir au cinéma. Et s'il ne l'avait pas inventé non plus, l'horrible film Action ou Vérité, horrible parce que terriblement nul, et d'ailleurs à l'époque je lui avais consacré une vidéo, utilisait exactement la même ficelle pour provoquer la peur, avec en plus également une sorte de malédiction liée à un esprit démoniaque à l'origine du dit sourire. Bon, qu'on se le dise, Action ou Vérité n'était vraiment pas bon, c'était juste l'utilisation d'un high concept sympathico-ridicule sur le papier, sans aucune autre volonté ou ambition artistique, du bon Blumhouse des familles. Smile va tout de même un petit peu plus loin, avec son atmosphère fortement inspirée de celle de la J-Horror, mais façon américaine, comme la version US de The Grudge de Takashi Shimizu ou Spirits, version américaine du fantastique film d'horreur thaïlandais Shutter. Nous y retrouvons le même genre d'ambiance effrayante qui passe par des éléments surnaturels brillants, terriblement efficaces au niveau de la tension ou de l'angoisse, parfois amenés de façon grossière ou décevante, comme par le biais de jumpscares, même si certains d'entre eux sont marquants, voire même juste bien réussis. Rappelons d'ailleurs que même un procédé putassier comme le jumpscare peut être intéressant, et que des cinéastes comme James Wan, pour citer l'un des plus connus, ont perfectionné cette ficelle pour la transformer en authentique art. Ou en tout cas en mécanisme plus complexe qu'il n'y paraît et très efficace. Soit on crée l'attente du jumpscare chez le spectateur, ce qui permet d'amplifier la tension et de la prolonger, et donc de créer une atmosphère, soit le jumpscare en lui-même est suffisamment effrayant pour en faire une conclusion satisfaisante à une scène d'angoisse. Et c'est plutôt ce cas de figure-là qu'on pouvait retrouver dans Smile au niveau des jumpscares réussis. Et je pense particulièrement à la scène de la bagnole avec la sœur, qui est définitivement un exemple d'excellent jumpscare. Voilà, je ne suis pas toujours dans la caricature non plus. Mais sinon, bien sûr, la créature de Smile est une incarnation du traumatisme. Lors de son enquête, Rose va devoir explorer ses propres démons et comprendre de quoi notre monstre se nourrit en elle. Car oui, cet antagoniste, dont on ne connaît pas vraiment la nature et c'est d'ailleurs une excellente chose, un peu comme celui de It Follow, qui est encore un film dont Smile s'inspire beaucoup, se nourrit des émotions négatives et des traumatismes de sa victime.
Logique, dès lors, d'avoir une psychiatre en guise d'héroïne, une idée hyper intéressante étant donné le contexte. Elle ira jusqu'à voir une collègue pour tenter de se faire aider, et d'ailleurs, le thème de l'aide psychologique et de la stabilité mentale est très présent dans le film. La métaphore est pertinente et validée. Par contre, tout le côté enquête du film, qui est encore une fois ce qu'on peut retrouver dans toute cette vague de films post-J-horror en termes de structure ou d'idées narratives, est pour moi complètement raté. Ce personnage d'ex-petit copain flic est une ficelle narrative grossière qui peut sortir tous les indices nécessaires à l'avancée de l'enquête de Rose de son chapeau, et il se plie à toutes ses requêtes, même les plus irrationnelles, sans opposer la moindre résistance, et a accès à absolument toutes les preuves qu'il veut en un clin d'œil. Il va alors assembler la chaîne dont Rose est le dernier maillon en quelques minutes, ce qu'aucun inspecteur ou agent avant lui n'avait pu faire, forcément. Et il va continuer à la suivre dans tous ses délires jusqu'au bout du film. Heureusement que j'aime bien Kyle Gallner, car ce personnage est très faible dans le film. De même que l'enquête, très mal écrite et peu captivante, et qui, pourtant, concentre une trop grande partie de l'intrigue. L'écriture des personnages est globalement décevante, même si chacun d'eux est un élément du traumatisme de Rose. Donc, théoriquement, cela peut s'expliquer. Son compagnon, par exemple, qui l'infantilise très rapidement et se révèle être d'un soutien bien trop faible à mon goût, ou tous ses collègues qui en viennent vite à vouloir l'écarter, sans véritablement prendre en compte ses appels à l'aide. Autant de facilités scénaristiques que j'ai jugées comme déplaisantes, associées à une mise en scène souvent trop timide et formatée, bien que parsemée de sursauts surprenants qui empêchent Smile de n'être qu'un objet horrifique formaté à la Blumhouse, ce que je pensais qu'il serait. Pour finir sur une note positive, les visages que prend la créature à la fin du film sont vraiment cool. Elle apparaît de façon grotesque, pas péjorativement, hein. Un grotesque horrifique prompt à mettre mal à l'aise comme je les aime. Mais malheureusement, à mon avis, Smile restait dans l'ensemble un film très moyen, pas du tout destiné à rester dans les mémoires. Mais il a fonctionné au box-office et on a eu droit, ce mois-ci, à une suite. Et c'est d'elle que je vais vous parler dans la suite de cette vidéo. Smile 2 est donc sorti durant ce mois d'octobre 2024 et est toujours réalisé et écrit par Parker Finn. Après une introduction assez mouvementée durant laquelle on retrouve le personnage de flic campé par Kyle Gallner qui tente de se débarrasser de la créature à son tour, mais qui va à la place la refiler à un petit dealer de pacotille qui va lui-même la refiler à notre nouvelle héroïne, la superstar de la chanson Sky Riley, qui revient à peine dans la vie publique après avoir subi un accident traumatisant un an plus tôt, durant lequel son petit ami est décédé, suite à quoi elle a suivi une cure de désintoxication carabinée. De retour, elle assiste malheureusement, médusée, au suicide de son dealer, ancien camarade de classe qui se défonce littéralement la gueule avec un poids d'haltère devant elle, un sourire glaçant sur le visage. À nouveau, vous l'aurez compris, c'est au tour de Sky de se retrouver persécutée par la chose qui avait infecté Rose dans le premier film. Comment va donc réagir notre superstar ? En tout cas, vous l'aurez sûrement déjà compris, mais le sujet du traumatisme est toujours au cœur du film. Bah oui, un accident mortel qu'elle a d'ailleurs partiellement causé, ou qui est du moins complètement dû à leur mode de vie à elle et son copain décédé, joué par Ray Nicholson, le fils de Jack, à la drogue et l'alcool qu'ils consommaient tous deux en grande quantité. Elle en revient donc désormais affaiblie, une mort sur la conscience, mais également meurtrie physiquement puisqu'elle en garde des séquelles, des cicatrices qui ont un impact sur sa vie actuelle et notamment sur ses performances sur scène. Reprendre sa vie de star comme si de rien n'était se révèle difficile, d'autant que son entourage lui met une pression monstre pour qu'elle soit la plus productive possible et qu'elle ne souhaite pas les décevoir à nouveau. C'est vraiment une excellente idée d'associer le quotidien d'une star, jeune et relativement capricieuse, qui se remet tant bien que mal d'un traumatisme profond, à la malédiction de Smile. En dehors du contraste déjà intéressant entre ce monde shiny, de projecteurs et de concerts, et l'horreur ou l'épouvante, notre star a beau être constamment entourée, elle est finalement bien seule. Encore plus que ne pouvait l'être Rose dans le premier film. Et ses hallucinations comme ses crises de panique face aux manifestations de la créature sont prises par les autres comme des réactions de drogués ou des caprices hystériques de starlet. Et oui, ici, en dehors de la dimension traumatisme, la créature va symboliser les névroses de ces jeunes stars, au quotidien pas forcément si enviables qu'on pourrait le croire, ainsi que les dérives de ce monde que nous, petites gens, connaissons moins. Sa solitude, par exemple, que je viens de relever, saute aux yeux, mais également les responsabilités qui pèsent sur ses maigres épaules, ainsi que son manque de liberté sur sa propre vie qu'elle subit plus qu'autre chose. Ses sentiments et ses désirs passent au second plan, personne ne lui demande son avis, et lorsqu'elle a le malheur de protester ou de mettre en doute une décision prise par quelqu'un d'autre, dont sa mère qui est également sa manager, on la remet gentiment à sa place. Quand on l'écoute, parce que ça, c'est pas gagné non plus. Ses proches sont suspicieux tout le temps, la soupçonnent de continuer à se droguer, à faire des caprices, à leur cacher des choses ou d'être juste égoïste et irresponsable. Ses appels à l'aide restent donc sans réponse, que ce soit pour ses problèmes naturels ou pour la malédiction dont elle est victime, qui est bien sûr ici allégorique à plus d'un titre. On en vient à se demander d'ailleurs ce qui est le pire pour elle. La menace surnaturelle de la créature ou ses problèmes routiniers qui font partie quasiment intégrante de la vie de célébrité.
s'est mise en lumière lors de sa séance de dédicace où elle rencontre l'une de ses hallucinations souriantes effrayantes qui ne fait rien du tout à part la mettre mal à l'aise, ainsi qu'un fan, un vrai cette fois, stalker un peu trop amoureux d'elle et petit clin d'œil à Perfect Blue qui va la bousculer psychologiquement parlant, à tel point que la créature l'utilisera plus tard dans le film pour lui faire peur. Encore une fois, le monstre n'est finalement qu'une représentation des dérives de son monde et il prendra un plaisir malin à en revêtir les trop nombreux visages. En plus de ça, le fait d'avoir choisi une pop star en guise de personnage principal, un petit peu dans une moindre mesure comme l'avait fait Trap, permet d'inclure des idées visuelles assez cool. Et au passage, Sky Riley éteint Lady Raven tous les jours de la semaine, sur une seule jambe et en jonglant, sans aucune contestation possible. Les tenues de Sky, entre autres, sont un bel exemple de créativité, tout en étant une façon flagrante de montrer la différence entre sa personne publique et celle qu'elle est vraiment, en survêtement et pull large tout le temps, voire complètement camouflée dès qu'elle doit sortir de chez elle, alors qu'elle est habillée de façon folklorique et excentrique dès qu'elle doit faire une apparition officielle. D'ailleurs, l'utilisation de nombreux miroirs est très frappante dans le film. Sky est sans cesse confrontée à son image, et les différences entre ce qu'elle renvoie publiquement, ce qu'elle tente d'incarner, ce que ses proches voient d'elle et ce qu'elle est réellement. Elle est en fait totalement perdue, et elle se cherche dans son propre reflet, où elle trouvera bien souvent le sourire terrifiant de la créature, son traumatisme. Oui, et c'est vraiment rondement mené, chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, ce qu'elle voit, c'est son traumatisme. Point. En dehors de cela, ses répétitions sur scène, concerts, clips, chansons, jusqu'à ses rencontres avec ses fans pour des séances photos et dédicaces, l'univers de Sky est bien établi, est crédible, et la chanteuse semble réellement exister, aidée en cela par une fantastique Naomi Scott, dont la prestation est vraiment très impressionnante. D'ailleurs, Naomi, je suis désolé pour la dernière fois. Rappelle-moi, s'il te plaît. Aussi bien en tant que superstar avec ce que ça implique de frasques, de professionnalisme et de talent qu'en tant que jeune femme brisée, instable et qui appelle désespérément à l'aide, Naomi Scott est crédible et donne vie autant à son personnage qu'au film lui-même, en lui permettant tout simplement de tenir la route. Mais cet univers de strass et de paillettes permet aussi à Parker Finn de se montrer créatif dans sa façon d'amener l'horreur. Je pense tout particulièrement à la scène des danseurs, dont on peut voir quelques bribes dans la bande-annonce, mais qui est tout simplement géniale, qui provoque le malaise avec une efficacité redoutable, de l'essence même dont sont faits les cauchemars, et qui vient en plus faire le lien avec les craintes de Sky quant à ses blessures physiques qui l'empêchent de performer comme elle le voudrait sur scène ou lors des chorégraphies, et n'est donc pas gratuite même à ce niveau-là. Si l'aspect allégorique de la créature est réussi, c'est parce que l'on s'attarde beaucoup sur Sky et son quotidien, ce qui peut provoquer quelques longueurs qui ont apparemment ennuyé certains spectateurs, et plus particulièrement dans sa première partie. Ce n'était pas mon cas, et j'ai au contraire trouvé cette approche hyper intéressante et encline à mettre en place une atmosphère horrifique efficace, même dans les moments où il ne se passait rien de surnaturel. Puis en fait, ça remplace plus ou moins la partie enquête que je trouvais nulle du premier film, et ça, je ne vais vraiment pas m'en plaindre. Une ombre plane sans arrêt sur Sky. On la ressent durant tout le film, on l'attend même. Et en cela, ça renforce mon parallèle avec la J-horror à l'américaine. C'est le même type d'atmosphère. Mais bon, Smile 2 n'est pas qu'une métaphore des affres de la vie de star, loin s'en faut. À plus d'un titre, Smile 2 agit comme une redite du premier, mais va plus loin dans ses idées que celui-ci. Par exemple, dans son prédécesseur, nous avions droit à un mini-twist grâce à l'utilisation du visage des proches de notre héroïne que la créature revêt. Nous retrouvons exactement la même idée ici, sauf qu'elle est beaucoup plus ambitieuse et impactante sur tout le métrage, et en dit aussi bien sur l'état psychologique de Sky que sur sa solitude exacerbée. Mais en plus, dans cette suite, le dernier tiers qui part dans tous les sens, à tel point que même pour moi, à un moment, ça devenait trop tiré par les cheveux, est remis en question par un nouveau twist fracassant, mais qui m'a remis les idées en place, avant de laisser un final dantesque et apocalyptique s'ouvrir, qui n'est à nouveau pas sans rappeler des idées purement asiatiques en termes de cinéma d'horreur, et qui est très proche des fins de films comme le thaïlandais Coming Soon, ou plusieurs films de la saga de Sadako, ainsi, et c'est moins glorieux, que du désastreux Action ou Vérité, encore et toujours. Cette fin, et plus globalement ce dernier tiers, est vraiment excellente. Remplie d'idées visuelles et narratives qui viennent perdre le spectateur puis le ramènent de force, efface nos repères tout comme ceux de Sky. Nous finissons nous-mêmes par être gagnés par son instabilité et par son état d'esprit négatif. Nous sommes dans sa peau. Mais en plus, le film devient même gore, et encore plus grotesque que le précédent pour mon plus grand plaisir. Nous avons droit à un mini-festival d'idées folles hyper surprenantes pour ce genre de production, et le spectacle est aussi cool qu'étonnant. Ça tâche, ça fait mal, et c'est plus qu'appréciable. De toute façon, dès l'introduction digne d'un film de gangster, on se rend bien compte que Parker Finn avait envie de s'amuser, et tout de suite, Smile 2 se montrait ambitieux avec son intrigue et sa mise en scène, et dépasse donc le premier épisode à peu près tous les niveaux.
En plus, ici, on pourrait quasiment complètement enlever l'idée d'une créature surnaturelle et juste garder celle d'un personnage qui perd pied avec la réalité, complètement démuni, victime de son esprit, de sa dépression et de son manque de soutien de la part de ses proches. Seul le final vient nous persuader que Sky est bel et bien victime d'une créature fantastique, mais ça démontre bien la richesse de l'écriture et de la mise en scène du film. Absolument toutes ces rencontres avec des hallucinations souriantes, toutes les actions de la créature peuvent être expliquées par la chute en avant dans la folie de Sky et par sa tristesse, sa destruction, tout simplement. Je trouve ça génial. Mais surtout, Smile 2 est, selon moi, bien plus effrayant que ne l'était le premier, qui était déjà assez efficace sur ce point-là si je dois être tout à fait honnête. Mais ça résume bien ce que je disais juste avant. Cette suite fait tout mieux que l'original, même sur ses points positifs à lui. Il y a tout ce que moi je n'osais attendre d'une production de ce genre. De l'angoisse, du gore, du grotesque, de la fine écriture, des idées de mise en scène qui restent en tête, une héroïne bien écrite avec ses forces et ses faiblesses, forte et faible à la fois, hyper attachante et superbement interprétée, un univers intéressant et bien utilisé, une identité artistique prononcée. Que demander de plus? Je pense, si je dois être tatillon, que Smile 2 aurait pu aller encore plus loin sur certaines idées, peut-être encore trop timide, mais déjà tellement rare dans ce genre de prod, encore une fois. Smile 2 éclate les 3/4 des films Blumhouse, par exemple, dont il se rapproche pourtant à plus d'un titre. Et notre créature, présentée cette fois comme un être métaphysique, ne nous est toujours pas expliquée, et c'est génial. Puis, finalement, nous sommes en droit de nous demander si elle existe réellement. La façon dont elle se propage par suicide commis devant témoins peut juste être un déclencheur de souvenirs traumatisants, qui plonge la victime dans un état où elle se remémore des sensations désagréables, voire destructrices. Cette créature, c'est une véritable dépression profonde ambulante, et peut-être pas grand-chose de plus surnaturel que ça. Mais ça, nous l'exploserons un jour dans les bestiaires de l'horreur, que j'ai hésité à faire déjà après ce Smile 2, mais les éléments restent trop rares. On serait surtout dans de l'analyse métaphorique et de la théorie. Qui sait? Nous aurons peut-être d'autres films Smile. Et je ne m'attendais pas à cela, mais après ce Smile 2, perso, je suis plutôt chaud. Et Naomi, j'attends ton appel. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.